Formant le dernier diptyque narratif des aventures de Tintin, Objectif Lune et On a marché sur la Lune sont construits de la même manière que les deux autres diptyques. Si le premier album raconte la préparation du voyage, le deuxième raconte le voyage en tant que tel. Et ce voyage est définitivement le plus exotique que Tintin et ses amis aient jamais accompli. Qu'est-ce que vous dites? Moi, sur la Lune, avec vous? Mais ma parole, mille savants, vous travaillez de l'électron! Pour l'occasion, Hergé consulte nombre d'ouvrages scientifiques, en plus de son ami Bernard Heuvelmans, et retourne s'inspirer des travaux d'Auguste Piccard, sur qui il avait basé les professeurs Alambic, Calice et Tournesol. Vous avez devant vous une partie seulement des installations du Centre de recherche atomique de Sborg. La charge de travail est telle qu'Hergé finit par devoir prendre une pause d'1 an et demi pour éviter une dépression nerveuse et se réfugie en Suisse avec son épouse. It's not often I climb with someone so skilled. Oh, thank you. It's a pleasure to climb with you also. Is it as beautiful as the Himalayas? Well, it's different. Dans le parcours initiatique, lorsque le héros obtient son don suprême et qu'il accepte de retourner à la maison, il traverse une étape qu'on appelle la fuite ou vol magique. So in September, when I move to LA, I'm gonna try and get work in a movie studio. Dans les aventures de Tintin, le reporter a obtenu son don suprême lorsqu'il a remis à sa figure paternelle idéalisée le sceptre du devoir moral dans le sceptre d'Ottokar. Majesté, je vous rapporte votre... Oh mon Dieu, je l'ai perdu! Pour Milou, ce devoir moral prenait la forme d'un os. Et voilà que plusieurs années plus tard, il prend la forme d'une fusée toujours disputée entre la Syldavie et ses ennemis, et que les héros ont le devoir moral de maintenir chez la bonne figure paternelle qu'est Baxter, le directeur du Centre de recherche atomique, au visage qui rappelle justement celui du roi Muscar. It wasn't my decision to turn Hercules Turn Hercules into what? What did they turn it into? Will you listen to me? Hercules was never designed to be a nuclear weapon. L'espace et les voyages vers d'autres planètes semblent être des sujets qui finissent tôt ou tard par intéresser les auteurs de récits d'aventure. Edgar Rice Burroughs a lancé John Carter sur Mars en même temps qu'il a créé Tarzan, Alex Raymond a créé Flash Gordon en même temps qu'il a participé à la création de Jungle Jim, et George Lucas, désirant imiter ses idoles, a créé Luke Skywalker en même temps qu'Indiana Jones. Who's gonna fly it, kid? You? Why, yes! Land? No! D'une certaine manière, le Space Opera et le Planet Opera, ou Planetary Romance, peuvent être vus comme les évolutions logiques du récit d'aventure, puisqu'ils répondent aux deux plus gros problèmes posés par ce genre. Le premier problème, c'est qu'il devient de plus en plus difficile d'envoyer le héros d'aventure découvrir et explorer des contrées inconnues sur une Terre où tout a maintenant été cartographié. There's no land southwest for thousands of miles. Takes us way outside the shipping lanes. C'est à cause de ce problème que je disais au début de cette série d'essais vidéo préférer les récits d'aventure se déroulant plutôt au 20e siècle. There's nothing out there. Well, then you've nothing to lose. Quant au deuxième problème du récit d'aventure, je l'ai déjà abordé à quelques reprises au fil des épisodes précédents. Il s'agit du risque couru par l'auteur d'être accusé de racisme ou d'entretenir des stéréotypes lorsqu'il envoie son héros dans un pays qui n'est pas le sien. In our country, it's not usual for a guest to insult his host. Or, la science-fiction et le fantasy ne sont pas à l'abri de ces mêmes critiques, puisqu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'inventer une culture extraterrestre ou fantaisiste qu'on ne puisse d'aucune façon comparer à une culture réelle. Après tout, nous n'avons que la réalité pour inspirer nos fictions. I'm sorry. Thought we were talking about folklore. Et non seulement ces rapprochements sont-ils inévitables, je crois même qu'ils sont nécessaires. À quoi bon servirait le genre de la science-fiction si ce n'était pas pour examiner notre histoire, nos politiques, nos traditions et nos croyances à travers une lentille protectrice? Poussons même la réflexion plus loin. Devrait-on absolument réserver à la science-fiction et au fantasy le droit d'examiner et de commenter notre réalité? Pour ma part, je crois que c'est le droit et le devoir de chaque genre de traduire notre réalité en fonction de ses codes narratifs respectifs. Dans notre réalité, voyager vers un autre pays, c'est s'exposer à l'inconnu et pénétrer une culture qui nous est étrangère ou un geste banal dans notre univers familier peut être perçu comme une offense ou même un crime. You're insulting them and you're embarrassing me. Eat it. Eat it. Les lois, les mœurs, le climat et la topographie ne sont pas les mêmes que dans notre pays d'origine. Les touristes sont souvent pris pour cible par les arnaqueurs locaux, quand ce n'est pas le système lui-même qui transforme la vie des immigrants en véritable cauchemar. Est-il donc si immoral que le genre de l'aventure exacerbe ces phénomènes pour en faire ses conventions narratives? That's how Austrians say goodbye. À mon avis, le rôle de la fiction est de traduire nos expériences de vie, et toute expérience de vie est valide. Même le dépaysement, la peur de l'étranger et le choc des cultures. This is how we say goodbye in Germany, Dr. Jones.
Bien sûr, un effort pourrait être fait pour que cette expérience de vie ne soit pas racontée exclusivement du point de vue de l'occidental dans un pays du tiers-monde. If I offended you, then I am sorry. Mais cet effort, on ne le trouve pas plus souvent en science-fiction et en fantasy. Or, ce dont la science-fiction regorge, c'est de mise en garde contre l'appropriation des pouvoirs féminins par l'homme. Des pouvoirs, et non des obligations, comme celui de donner naissance. On peut remonter aux origines du genre et voir dans le roman de Frankenstein l'histoire d'un homme qui tente de voler le pouvoir d'enfanter. On peut voir les conséquences de ce vol dans le film Alien ou encore dans la franchise de Terminator, dans laquelle un homme prend le contrôle de sa propre naissance. You will. Yeah, I guess. I'm like 45, I think. I sent him back through time to 1984. Man. Dans Jurassic Park de Spielberg, les héros sont invités, comme Tintin et Haddock, à participer à l'inauguration d'une innovation scientifique, et ce, pendant qu'un groupe rival fait de l'espionnage industriel pour s'emparer de cette innovation. How are you planning to beat security? Oh, I've got an 18-minute window. 18 minutes and your company catches up on 10 years of research. En ce sens, le professeur Tournesol peut facilement être associé à John Hammond, puisque les deux hommes essaient chacun à leur manière de conquérir le féminin. I insist on being here when they're born. En effet, non seulement Hammond obtient-il le pouvoir de l'enfantement grâce au clonage, mais aussi croit-il pouvoir maîtriser les dinosaures en s'assurant de ne créer que des femelles. How do you know they can't breed? Well, because all the animals in Jurassic Park are female. De son côté, Tournesol souhaite atteindre l'astre féminin grâce à une équipe d'hommes et un véhicule phallique qu'il construit sous la supervision du père Baxter. Et celui-ci devient nerveux rien qu'à la mention d'une figure féminine incontrôlable. D'une certaine manière, on pourrait dire que le professeur Tournesol utilise la science pour imiter le parcours initiatique du capitaine Haddock. Oh, ce cher capitaine Haddock, dans mes bras, mon vieil ami, quel plaisir de vous revoir. Oh! Si la figure paternelle de Tintin avait résolu sa quête identitaire lors de sa rencontre avec le père solaire, alors peut-être que ce qu'il faut à la figure maternelle de Tintin, c'est rencontrer la mère lunaire. Elle est bien bonne, sacré Tournesol sur la Lune. Or, voilà qu'Haddock traite Tournesol de zouave et qu'il menace de rentrer à Moulinsart. Vous n'avez pas le droit de me dire des choses pareilles! C'est bien sûr l'insulte qui fâche le professeur, mais l'évocation de Moulinsart n'est ni innocente ni sans conséquence. C'était sans intention méchante. Vous comprenez, je m'étais fait mal, alors n'est-ce pas? Mais maintenant, c'est fini. 1000 milliards de mille savants. Et n'essayez pas de me fausser compagnie! Non, enfin, Truffon! C'est bien à Moulinsart que le capitaine a trouvé sa première caverne, et ce grâce à l'argent fourni par Tournesol pour acheter la propriété. De l'argent, aucune importance, j'en ai. Le gouvernement m'a acheté le brevet de mon submersible. Grâce à vous, j'ai pu l'expérimenter. Alors, venez, nous allons acheter votre château. Alors comment Haddock ose-t-il se retirer de l'aventure maintenant que c'est à Tournesol de chercher sa caverne? Vous n'avez pas le droit de me dire des choses pareilles! Dans sa colère, le professeur montre à Haddock les outils masculins dont il a l'intention de se servir pour avancer dans son parcours initiatique. Waouh, ça alors! Et c'est avec ce bibelot-là que vous comptez aller sur la Lune? Que nous irons sur la Lune! Mais puisqu'il représente en réalité la figure maternelle de Tintin, l'univers masculin ne lui appartient pas et il tombe dans sa propre fusée. Perdant son identité, il régresse à l'état de la figure maternelle qu'il croyait avoir rencontrée dans les 7 boules de cristal. Il reste assis, figé et hors d'atteinte, comme Raskar Kapak et comme la mère d'Hergé vers la fin de sa vie. C'est quelqu'un intéressant, mais de toute façon, il faut attendre. Hein? Pour lui redonner son identité, le capitaine Haddock essaie de reproduire les étapes qui lui ont permis de retrouver la sienne. Il se déguise d'abord en chevalier, ou cavalier, puis en fantôme. Vous ne pourriez pas au moins avoir peur, non? Espèce de vieille marmotte! Si vous croyez que ça m'amuse, moi, de faire le zouave! Or, ce n'est pas grâce à cela que Tournesol finit par se réveiller, puisque son parcours n'est pas le même que celui du marin. Malgré tout, le professeur continue de vouloir imiter le parcours initiatique du capitaine Haddock et entraîne ses amis dans une situation qui n'est pas sans rappeler celle qu'ils ont dû traverser pour qu'Haddock apprenne le secret de son identité. Après une série d'exercices préparatoires, ils sont symboliquement sacrifiés au nom de l'humanité entière. Le jour et l'heure de la cérémonie sont aussi précis que ceux de leur condamnation au bûcher. Nous procéderons au lancement de la fusée demain matin à 1h43 précise. Le décollage de la fusée est sans doute le moment le plus angoissant de toutes les aventures de Tintin.
L'album se termine alors que la Terre perd tout contact avec les héros et même l'antagoniste de l'album s'inquiète pour eux. Tonnerre, pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé. Au cours de ce voyage, ce n'est pas seulement l'espace qu'ils devront affronter. En effet, à bord de l'engin se trouve l'assistant du professeur Tournesol, Frank Wolf, un personnage dont la double nature se reflète dans son nom qui évoque à la fois la franchise et le loup. Ce voyage vers la pleine lune poussera-t-il le loup à se manifester?